Donc, on va donc nous présenter tous les deux brièvement. Donc, nous, on est connectés depuis Barcelone, comme vous pouvez vous en douter. Donc, moi, je suis Romain Traversino, je suis le directeur de l'agence basée ici à Barcelone, que j'ai ouvert il y a 4 ans et demi. Et moi, c'est Clément Zambelli, du coup. Donc, je suis conseiller immobilier chez J'achète en Espagne. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai rejoint J'achète en Espagne pour vous accompagner dans vos projets. Super. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc l'agence, on l'a ouvert il y a 4 ans et demi. On est une équipe de 10 personnes ici, basée sur Paseo de Gracia pour travailler, être au cœur du marché immobilier barcelonais et catalan. L'objectif de ce webinaire, c'est de faire un petit peu un état du marché. Comment se porte le marché barcelonais, quelles sont les opportunités qu'il y a, et basé là-dessus, pour vous expliquer également un petit peu de quelle manière nous pourrions vous accompagner dans votre projet. Et si vous pouvez aussi rester jusqu'à la fin, parce qu'on aura, on l'annoncera juste avant la partie questions-réponses, qui est souvent une partie très appréciée de la part de nos interlocuteurs et interlocutrices. On aura une petite surprise pour vous, pour ceux qui souhaiteraient entamer un projet immobilier à Barcelone dans les prochains mois. Donc, on va en une trentaine de minutes vous présenter un petit peu le marché de Barcelone et vous en dire plus. Vous me présentez également quelques projets qu'on a pu voir ces derniers temps avec nos clients. Et puis, au bout des 30 minutes, on essaiera de passer du coup à cette partie questions-réponses. Super. Donc, pour juste vous expliquer, donc J'achète en Espagne, on a un réseau d'agences immobilières nationales implanté dans les principales villes et localités touristiques du pays, dans 4 boutiques, donc vraiment des boutiques agences qui sont dans la rue. C'est le cas à Alicante, à Benalmádena, Valencia et Vinaros. Et après, en bureau pour notre agence barcelonaise, mais également notre agence basée en plein centre de Madrid sur Calle Velázquez. Donc pour commencer, on sait que dans notre audience, il y a des personnes qui habitent déjà à Barcelone, d'autres qui s'intéressent à la ville de Barcelone mais ne la connaissent pas aussi bien. Il nous semblait quand même important de refaire un petit état des lieux et réexpliquer brièvement qu'est-ce qui rend Barcelone une ville si attractive. Vraiment, moi j'en suis convaincu depuis que j'habite ici, la ville la plus attractive de toute la Méditerranée pour investir et également et surtout pour y vivre. Donc, qu'est-ce qui fait de Barcelone une ville forte? Déjà, c'est sa situation géographique idéale. Son climat, on ne va pas rentrer dans le climat parce que en Espagne, on sait qu'il fait beau, il y a beaucoup de soleil, on est gâté, on a cette chance-là. Par contre, la situation qu'a Barcelone par rapport à d'autres villes d'Espagne, c'est aussi une grosse force. On est à 1h30 de la France. Donc la ville est extrêmement bien connectée. C'est le 2e plus gros aéroport d'Espagne, le 6e d'Europe. Donc on peut accéder à n'importe quelle destination européenne depuis Barcelone. Toutes les grandes villes françaises, belges, suisses, le Canada, pour parler de la communauté francophone, on a beaucoup de nos clients. La Suisse aussi, toutes ces villes ont des vols directs pour Barcelone. Et il y a également un réseau de TGV qui en plus est à nouveau en plein développement. Donc c'est aussi un point très positif pour des voyages plus écologiques qui permettent d'accéder à Paris, à toutes les villes du sud-ouest, à Toulouse avec une liaison directe d'ici quelques semaines, et également Marseille, Lyon. Donc c'est très facile maintenant de pouvoir venir à Barcelone. C'est pareil, des gens qui peuvent venir également en voiture. Un point qui est vachement agréable, on nous le dit souvent, Barcelone, c'est un peu un Miami européen. On a une ville qui est extrêmement cosmopolite, qui l'est chaque année un peu plus. Aujourd'hui, il y a un quart des habitants de Barcelone qui sont nés à l'étranger, avec dans les communautés étrangères européennes, la première, c'est justement la communauté française. En fonction des chiffres, il y a à peu près 50 000 Français qui habitent à Barcelone. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement important, mais également des gens d'énormément de nationalités. Donc, ce melting pot rend Barcelone une ville aussi très enrichissante au niveau culturel. C'est une grande place touristique, c'est la ville la plus visitée d'Espagne, la Sagrada Familia, qui est un peu le monument iconique de Barcelone et le monument le plus visité d'Espagne. L'avantage, c'est qu'il y a du tourisme toute l'année.
Et ça, c'est aussi très positif pour l'activité économique. Hormis, bien sûr, un moment un peu plus faible entre décembre et février. Mais là, dès le mois de mars, il y a justement un salon qui s'appelle le Mobile, qui est un énorme salon tech, un des plus gros au monde, qui a lieu cette semaine et qui attire des dizaines de milliers de visiteurs. Et donc, on a vraiment cette attractivité toute l'année. Et c'est aussi ce qui fait de Barcelone un poumon économique en Espagne. La Catalogne, avec la région de Madrid, est une région avec le plus fort PIB, une région très riche en industrie, industrie pharmaceutique, également en commerce et en technologie. Je parlais juste avant du mobile. Barcelone est le troisième hub pour ouvrir une start-up en Europe, énormément grâce à cette qualité de vie, à sa géographie, et également à un écosystème qui est de plus en plus fort. Beaucoup d'entreprises, même françaises, je pense à Conto, je pense à Payfit par exemple, qui ouvrent des bureaux barcelonais également pour permettre à leur staff qui souhaitent emménager ici. Et donc, ça révolute, enfin, des énormes entreprises licornes du secteur tech ont leur siège à Barcelone et non pas à Madrid, ce qui montre que pour le secteur tech, c'est vraiment la ville la plus importante d'Espagne. Donc, pour pouvoir un petit peu avancer, maintenant, il y a aussi, et ça va vraiment caractériser le marché immobilier barcelonais, c'est des limites qu'a cette ville, des limites principalement géographiques. Barcelone, bon, tout le monde le dit, je me souviens, mes premières visites, les agents immobiliers l'expliquaient, mais c'est toujours bon à rappeler. Barcelone est une ville au bord de mer, donc elle est limitée d'un côté parce qu'il y a la mer. On ne peut pas construire sur la mer si on n'est pas à Dubaï. Et d'un autre côté, il y a la montagne. Au-dessus, il y a le parc naturel où se trouve justement le Tibidabo qui limite la ville. Donc Barcelone, c'est une ville très petite. C'est à peine 108 km carrés. C'est à peu près pour comparer la taille de Paris. Et avec Paris, ça partage une caractéristique, c'est que ce sont les deux grandes villes les plus denses d'Europe. Donc, énormément de densité, 16 000 habitants au kilomètre carré à Barcelone, et je ne parle même pas de l'Hospitalet de Llobregat, où il y en a 200 000. Donc, on est sur 16 000 habitants au kilomètre carré. Donc, pour vous donner une idée, c'est équivalent à des villes d'Inde, des villes comme le Caire. Et donc, il faut loger toutes ces personnes-là dans un contexte où, en plus, il y a beaucoup d'immigration européenne, latino-américana, de gens qui veulent venir tenter leur chance à Barcelone et donc qui ont aussi besoin de logements. Et en plus, Barcelone, encore une fois, je compare beaucoup à Paris et sa banlieue parce que en rajoutant on va dire, la petite couronne barcelonaise, la province de Barcelone, on est quasiment à 6 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment une des métropoles les plus denses, les plus peuplées d'Europe. Et par toutes ces contraintes-là et le fait qu'il n'y ait quasiment pas de terrain, il y a très peu de construction neuve. C'est un problème important en Espagne et par conséquent, l'immobilier l'immobilier ancien, donc de segunda mano, comme on l'appelle en espagnol, est roi. C'est là où est le gros des transactions et là également où sont le plus beau potentiel en termes de plus-value. Donc maintenant qu'on a un peu remis les bases assez rapidement sur Barcelone et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail des prix que va vous expliquer Clément. Encore une fois, ce sont des prix à date de diffusion, donc des prix arrêtés à fin février, des prix de publication. Et en fait, ce qui est un peu édifiant dans tout ça, c'est que nous, on fait ce webinaire tous les ans, un minimum une fois par an. Bien entendu, on se base aussi sur la trame qu'on avait d'une année sur l'autre pour comparer l'évolution des prix et c'est hallucinant. Je parlais très franchement, l'évolution des prix qu'il y a. On a ouvert l'agence en 2020, en plein Covid, à quel niveau on en est aujourd'hui. Et à Barcelone, il y a eu plus de 17 000 transactions immobilières en 2024, ce qui représente une croissance de 35% par rapport à 2023, où les prix avaient déjà beaucoup pris. Et par conséquent, je pense que c'est super important de le tenir en compte parce qu'on est dans un marché très, très porteur et extrêmement dynamique. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, on le voit sur les chiffres qui sont juste devant vous. On a déjà un prix au mètre carré qui est à son maximum historique en janvier 2025. Donc, il faut savoir que à Barcelone et en Espagne de manière générale, donc, il y a eu une grosse crise immobilière en 2008. Depuis cette date-là, effectivement, les prix ont augmenté progressivement.
Là, depuis ces dernières années et depuis le Covid principalement, on constate encore une accélération de la hausse des prix. On peut le voir hein, sur les chiffres qu'on a juste en dessous, plus 10,5% d'augmentation du prix du mètre carré par rapport à l'année dernière. Donc, comme le disait Romain tout à l'heure, nous, on avait cette présentation-là qui était prête de l'année dernière. On a récupéré, on a comparé les chiffres on voit que même par quartier, il y a des différences qui sont assez imposantes. Ça, c'est des chiffres qui sont intéressants de voir justement. C'est ce qui nous permet, nous, de savoir un petit peu quels sont les quartiers qui sont vraiment dynamiques. On voit par exemple que du côté de Sens-Montjuic, on a une augmentation de plus 15,6% par rapport à l'année dernière à la même période, plus 10,3% à Échamblat, plus 8,5% à Ciutat Vella. Et nous, c'est justement ces indicateurs-là, parmi tant d'autres, hein, qui nous aident à mieux conseiller nos clients et à les orienter plus vers tel ou tel quartier, parce que justement, on a ces données et on peut voir la hausse. Se dire, si on regarde Poblet-Sec, un sous-quartier du district de Sens, on était sur un prix au mètre carré l'année dernière qui était à 3 500 € du mètre. Là, on a dépassé les 4 000, donc on est même encore au-dessus des 15%. Et c'était historiquement un quartier justement où beaucoup de nos clients achetaient, continuent encore d'acheter aujourd'hui pour des prix, parce que les prix au mètre carré étaient intéressants. Et en fait, on voit un énorme effet de rattrapage. Mais il y a le marché, l'Espagne économiquement se porte très bien, le marché immobilier se porte encore mieux. Et il n'y a pas beaucoup de produits. Donc, c'est ça qui tend aussi encore plus les prix. Parce que si l'année dernière, il y a eu 35% de transactions en plus sur un marché où déjà les prix avaient pris 6,6% entre 2023 et 2024, bien entendu, il n'y a pas eu autant de nouveaux biens qui ont été mis en vente. Et loi de l'offre et la demande qui est intrinsèque à l'économie, encore plus en immobilier, ça fait ses croissances dans un marché en plus qui est déjà mature. On n'est pas dans un nouveau marché qui vient d'ouvrir, qui a encore énormément de perspectives de nouvelles constructions ou autres. C'est un marché déjà mûr. Barcelone, ça a toujours été une ville importante. C'est pas comme d'autres localités. Valencia, par exemple, en Espagne, se positionne très bien depuis quelques années. On y travaille extrêmement bien, on a une de nos plus grosses agences. Mais c'est pas Barcelone ou Madrid qui sont déjà des capitales, éco-capitales, avec des degrés de maturité qui étaient importants, qui nous semblaient importants. Mais le fait est qu'on est encore loin, je pense, des maximums qu'on pourra atteindre. Et ça, c'est aussi des données qu'on voit également sur la location. Je pense par exemple à nos clients investisseurs qui cherchent à réaliser des investissements locatifs à Barcelone. C'est des données qui vont être très précieuses à prendre en considération. Et on voit là pareil qu'il y a des prix qui explosent à la location. Je vois par exemple du côté des Champlats, plus 19% par rapport à l'année dernière. Donc sur une année, 19% d'augmentation. C'est assez impressionnant. En moyenne, au total, sur Barcelone, on va être à 13,7% avec un prix de 23,7 € du mètre carré. Donc voilà, c'est des données qui sont ultra précieuses et on voit que les courbes sont vraiment sur la hausse, avec une hausse qui est plus importante encore sur la location que sur l'achat, et ce qui fait que c'est vraiment une ville intéressante pour réaliser un investissement locatif. Exactement, de plus en plus de demandes dans des quartiers comme l'Eixample, vraiment des demandes locatives prime. On est dans certains appartements qui peuvent se louer à 3 000 € du mètre carré, 3 000 € pardon, de location, dans des belles rues comme Rambla Catalunya, mais aussi des Pau Claris, on ne parle même pas de Passo de Gracia. Et donc, pour les investisseurs qui souhaitent aller sur ce genre de produit, il y a aussi une demande extrêmement intéressante. Maintenant, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail par quartier, on va également à chaque fois vous présenter une opportunité, donc un cas concret d'un client qui a décidé d'investir suite à nos recommandations dans ces différents quartiers. Faut savoir que de manière générale, on a trois différents types de clients sur Barcelone. On a environ la moitié de nos clients qui résident à Barcelone et donc du coup qui cherchent à acheter leur résidence principale. On va également avoir des clients qui résident à l'étranger, généralement en France, mais ça peut aussi être en Suisse, en Belgique, au Luxembourg ou même au Canada, donc généralement francophones, qui cherchent plutôt là à acheter une résidence secondaire, parce que voilà, ils sont tombés sous le charme de Barcelone. Ça peut parfois être la Costa Brava, mais là, on va vraiment se concentrer sur Barcelone.
donc qui cherchent voilà, une résidence secondaire. Et on a un troisième type de client qui est, comme on l'a mentionné tout à l'heure, des investisseurs locatifs, parce que Barcelone a cet attrait et effectivement très intéressant d'un point de vue locatif. Donc, trois différents quartiers où il est intéressant d'acheter, parmi d'autres, hein, bien sûr, mais on a décidé de se concentrer sur ces trois quartiers. Donc, on va avoir Ciutat Vella, qui est vraiment le quartier de la vieille ville, qui est donc le quartier ici, avec le Raval, le Born, le Gothique, Barceloneta, et Champlé, qui est ce grand quartier ici, qui est juste au-dessus, où on a du coup, par exemple, le Passec des Gracias, et ensuite Sens Montjuïc avec Poblé-Sec également, qui est ici. Donc, en ce qui concerne la vieille ville, donc, on a vu les chiffres tout à l'heure sur le prix au mètre carré, à l'achat, à la location et la dynamique par rapport à l'année précédente. Donc, c'est un quartier qui est très intéressant pour des investissements locatifs. On a un prix au mètre carré qui est un peu plus faible que dans d'autres zones, par exemple les Champlay qu'on a montré tout à l'heure, avec pour autant une très forte demande locative. Il faut savoir que c'est une destination qui est très prisée justement des touristes, mais pas seulement. Ça peut également être des expatriés qui viennent s'installer à Barcelone, des personnes qui sont intéressées par le dynamique de cette ville. Un quartier jeune. Et, voilà, c'est un quartier qui est jeune et qui bouge pas mal. Donc, très intéressant pour des investissements locatifs, mais ça peut être également le cas pour des résidences secondaires. Donc, voilà, pour des francophones qui sont tombés amoureux de la ville et qui souhaitent être vraiment à proximité d'un maximum de commodités. Et on arrive aussi justement sur des primo-ascendants qui vont acheter seuls, avoir quand même des belles opportunités où sur le prix d'achat, on est à moins de 200 000 euros, ce qui permet à quelqu'un seul avec des revenus, des bons revenus, pas non plus en gagnant avec 5 000 euros, de s'acheter un appartement, de mettre 40 à 60 000 euros d'apport et d'avoir après des mensualités de crédit autour de 700 euros, chose que d'autres quartiers vont pas forcément permettre. Donc, c'est quand même un quartier qui peut répondre aux besoins de beaucoup de types d'acquéreurs. Et c'est par exemple le cas de notre client Paul. Donc, pour vous mettre rapidement dans le contexte, Paul, c'est un jeune salarié qui travaille du coup dans une start-up dans la tech qui a des bureaux justement implantés à Barcelone. Il souhaitait réaliser du coup avec nous un investissement locatif dans un budget autour de 180-190 000 euros. Il avait environ 50-60 000 euros d'apport, donc c'est ce qui permet d'acheter ce genre de bien. On lui a du coup trouvé cet appartement qu'on a réussi à négocier, qui était à la base affiché à 189 500 euros. C'est un appartement donc de 48 mètres carrés avec une chambre. L'appartement, comme vous pouvez le voir sur la photo, est entièrement rénové. Il est prêt à vivre. C'était aussi un critère important pour notre client qui ne voulait pas forcément se lancer dans ces travaux et qui, comme il avait une mensualité à rembourser, souhaitait le mettre en location le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est un appartement qui est loué à 920 euros de loyer, alors qu'il a des mensualités aux alentours de 650 euros. Donc, un très bel investissement locatif. On voit que tous les mois, il a un cash flow qui est positif sur cette transaction. Donc, son financement est entièrement payé par le locataire. Et c'est quelque chose qui est hyper important quand on réalise un investissement locatif. Ouais, ça, c'était un très bel achat qu'avait fait Paul. On a aussi, dans la vieille ville, beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait vous parler. On va toujours être à peu près dans ces valeurs-là, entre des prix d'achat entre 170, même si ça a bien sûr tendance à monter par rapport à ce qu'on vous expliquait avant, et 200 à 215 000 euros. Et pour le coup, c'est là où on a beaucoup d'opportunités off-market et de produits qui, grâce à notre équipe et à nos partenaires, on est capable de sourcer pour vous. Deuxième quartier où on travaille encore beaucoup, qui est un quartier plus aisé, plus prime, c'est l'Eixample. Donc, c'est ce quartier caractéristique de Barcelone. Là, on voit la Pedrera sur l'image de droite, qui est un bâtiment fait par Gaudi. C'est là où se trouve la Sagrada Familia, Casa Bayo. Donc, c'est le quartier qui est totalement quadrillé. C'est un des plus beaux projets d'urbanisme fait en Europe. C'est un quartier qui est plus cher. On est sur les moyennes, on est quasiment à 6 000 euros. Je pense que l'année prochaine, on dépassera de toute façon ces 6 000 euros du mètre carré. Un quartier où
En termes de locatif, on est quasiment au même montant que la vieille ville. C'est quand même pour ça que pour de l'investissement locatif, la vieille ville est quand même un petit peu plus à privilégier. Mais pour des gens qui vont rechercher de la qualité de vie, un quartier où il y a un peu de tourisme dans des endroits très précis, mais à côté, on a une clientèle locale de clients, d'habitants barcelonais ou d'étrangers, entrepreneurs ou familles. C'est vraiment un quartier à privilégier. Justement, là, on vous présente justement cette photo d'un très bel appartement que des clients ont fait l'acquisition pas plus tard que lundi. Donc, c'est un couple d'expats, Isabelle et Patrick, qui ont des postes à haute responsabilité dans le secteur des télécoms, qui habitent en Afrique, en fin de carrière. Donc, des gens justement qui veulent se recentrer vers l'Europe, se rapprocher de leurs enfants qui y habitent. Et par conséquent, on fait cette acquisition avec nous dans une des toutes meilleures rues de l'Eixample, à côté de l'Arc de Triomphe de Barcelone, donc quand même un superbe monument et la belle place. Et on a acheté cet appartement d'une centaine de mètres carrés avec 3 chambres, 2 salles de bain, un petit extérieur. Donc là, on est vraiment sur un super produit qu'on a réussi quand même à négocier. On reviendra après sur notre travail, mais on est aussi là, nous, on est engagé par nos clients acquéreurs. On est aussi là pour vous aider à avoir le meilleur prix possible. Et là, c'était une opportunité qui venait de sortir. Mais malgré ça, on a réussi à économiser 30 000 euros dessus, ce qui représente quand même 5% du prix de vente. Et les clients étaient très contents du travail qu'on avait pu effectuer ensemble. Et maintenant, troisième quartier, Clément. Et dans le troisième quartier, donc qu'on veut vous présenter aujourd'hui, on a le quartier de Sens-Montjuïc, qui est un quartier pour le coup plus étendu, très résidentiel. C'est un quartier où il y a beaucoup de densité aussi de population, pas mal de locaux qui vivent. Donc par rapport au quartier précédent et particulièrement au quartier de la Ciutat Vella, c'est un quartier qui est plus résidentiel. On a justement là sur la photo le château de Montjuïc qu'on peut voir. C'est un quartier aussi où c'est intéressant de réaliser des investissements locatifs puisque on a là également un prix au mètre carré qui est un peu moins élevé que dans le reste de la ville, qui est Chamblay par exemple, et où il y a quand même une riche demande, justement parce que c'est un quartier il y a pas mal de choses pour sortir et qui est très, très vivant de manière générale. Dans ce quartier-là, on a réalisé du coup le projet pour Aude. Aude, elle cherchait justement une résidence secondaire. Donc, c'est une avocate qui est inscrite au barreau de Paris et qui cherchait un pied-à-terre à Barcelone parce que c'est une ville dont elle est tombée amoureuse et elle aime vraiment passer beaucoup de temps dans cette ville-là. C'est un appartement de 2 chambres qui est entièrement rénové avec un balcon et qui pour le coup était très peu, était sorti très peu depuis très peu de temps sur le marché. Donc elle a acheté au prix parce qu'on savait que c'était un bien qui allait être très demandé et qui allait partir très rapidement. Et elle a vraiment eu le coup de cœur. Elle a décidé de l'acheter au prix. Ok. Ouais, encore une fois, Aude, ça aurait été un super projet aussi. Et grâce à ce marchand de biens avec qui on avait pu collaborer pour avoir cette opportunité-là, elle n'a pas voulu passer à côté. Maintenant, pour vous expliquer, on va juste rentrer un peu plus dans le détail de comment on peut travailler pour vous accompagner dans votre projet. Et on arrivera ensuite sur la partie liée aux questions-réponses où on va se donner entre 20 et 30 minutes en fonction des questions et de l'intérêt que vous aurez par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, nous, on est une équipe totalement dédiée pour réaliser tous vos projets et rêves immobiliers à Barcelone. Vous disiez, dans l'ensemble du territoire, j'achète en Espagne, on est une 50aine de collaborateurs. Donc, l'entreprise a été créée il y a 8 ans maintenant. Pour le coup, on est extrêmement bien établi avec des années d'expérience. On est là pour en faire bénéficier nos clients. Donc, nous, on est vraiment là pour vous accompagner sur la totalité du processus d'acquisition en Espagne. Moi, en tant que conseiller immobilier, je vais déjà être présent pour la recherche du bien. Donc, à partir de vos critères, à partir de votre budget, je vais déjà, en fonction de si vous êtes sur place ou à distance, vous proposer des biens
pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si c'est des biens qui vous plaisent ou pas et pour quelles raisons. Comme ça, j'affine aussi un petit peu mes recherches. Une fois qu'on a trouvé le bien, je peux tout à fait, moi, le prévisiter, vous envoyer plus d'informations, etc. Le but, c'est qu'on puisse ensuite, derrière, le visiter ensemble et se positionner. Si, effectivement, vous souhaitez vous positionner, on va vous accompagner sur la négociation du prix, puisque ça fait partie de nos services, mais on connaît bien le marché et on sait quelle est la marge de négociation qu'on peut avoir en fonction du bien. Une fois que l'offre est acceptée, on va être vraiment là aussi pour vous accompagner sur toute la partie administrative et juridique. Encore une fois, c'est fondamental pour ceux qui connaissent déjà le marché ou l'espagnol, vous le savez, mais pour les personnes qui s'intéressent à ce marché sans vraiment le connaître, le marché immobilier espagnol et français sont très différents pour deux raisons. Premièrement, le marché espagnol n'est pas du tout protecteur des acquéreurs. Le marché français, la France de manière générale, est un pays qui protège beaucoup les consommateurs, bien entendu les acquéreurs dans le cadre d'une acquisition. Les agences ont énormément d'obligations. En Espagne, ce n'est pas du tout le cas, d'autant plus que le rôle du notaire, et c'est la vraie deuxième différence et la plus importante, c'est le rôle du notaire. Le notaire en Espagne est un écrivain public qui fait tout genre d'actes. Donc c'est un peu un moulin quand on va chez le notaire. Bien entendu, nous on travaille avec des notaires extrêmement sérieux, mais il n'a pas le même devoir de conseil parce qu'il n'intervient que le jour de l'acte authentique. À l'inverse d'un notaire français qui va prendre le relais au moment de l'acceptation d'une offre pour déjà rédiger le compromis. Le compromis en France est signé devant notaire. En Espagne, il est signé, c'est un contrat privé. Et au moment de la signature du compromis, vous versez 10% du prix d'achat sur le compte du vendeur ou le compte de l'agence. Donc, c'est un engagement qui est énorme de votre part. Et par conséquent, c'est à ce moment-là que toutes les vérifications doivent être faites. Et c'est nous, justement, on travaille en collaboration avec un cabinet juridique implanté ici afin de s'assurer que nos clients fassent l'achat le plus sûr. Après, on vous accompagne dans la partie administrative. Vous avez besoin d'un NIE, besoin d'ouvrir un compte en banque. Et après, surtout, de préparer tout l'acte authentique devant le notaire. On est là pour vous. Vraiment, nous, dans notre manière de travailler, on travaille vraiment en binôme entre Clément comme conseiller immobilier pour toute la partie terrain, vous trouvez les meilleures affaires, le coup de cœur, et moi pour, on va dire, sécuriser la transaction et s'assurer que vous puissiez faire l'achat, le meilleur achat possible, mais aussi dans des conditions qui soient idéales pour vous. Donc, pourquoi se faire accompagner? Il y a vraiment ce côté, être sur place dans un marché très tendu. Nous, on a des clients, des fois, où on fait des prévisites, ils nous disent je viens dans 2 semaines, le bien est parti. Parfois, donc il faut cette réactivité, il faut cet accès au off-market. Nous faisons des dizaines de transactions par an, on travaille avec énormément de professionnels, on a un agent immobilier en interne pour nous trouver les meilleures opportunités pour nos clients, et c'est ce qui permet, bien entendu, de faire la différence au moment de l'achat. On va passer aux questions-réponses dans 1 minute, juste justement pour vous expliquer avant, pour les personnes qui pourraient être intéressées pour travailler ensemble, vous accompagner dans la réalisation de votre projet. On signe ensemble, vous vous en doutez, il y a un mandat de recherche pour encadrer notre travail, le sécuriser et aussi pour ne rien vous cacher, parce que nous, on veut vraiment faire un travail de qualité pour nos clients, mais ce qui nous permet aussi d'investir pour faire des webinars et d'autres actions comme celles qu'on est en train de faire. On demande aussi un premier versement de normalement 690 €. Et pour toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinar, qui souhaiteraient un échange afin d'entamer un projet immobilier, il y a des frais de lancement réduits de 345 € jusqu'à lundi. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous faire savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir entamer votre projet tout de suite, afin qu'on puisse rapidement échanger avec vous pour mieux définir le projet et vous envoyer le mandat personnalisé. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, je vais me remettre sur le chat. Je vais repartir un petit peu d'en haut et on va s'arrêter pour les questions et se les partager entre Clément et moi. Donc, première question de Philippe. La fiscalité et les droits de succession pour un résident étranger. Je vais y répondre moi pour cette question-là. Je vais juste revenir sur la partie fiscalité. Pour le coup, Philippe, les droits de succession, c'est propre à votre situation personnelle, familiale, votre lieu de résidence fiscale.
Ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans le cadre d'une succession, il faut faire un héritage en France, puis après une acceptation d'héritage en Espagne, si vous êtes résident français. Mais par contre, les droits de succession, donc les impôts seront payés en Espagne. Pour simplement vous répondre, mais je ne peux pas vous dire combien seraient ces impôts sans savoir un prix d'achat et votre situation. Par rapport à la fiscalité maintenant, donc, ce qu'il faut savoir, lors d'un achat immobilier en Espagne, vous avez des frais de notaire, donc un impôt sur la transmission du patrimoine, ITP, ça s'appelle en Espagne. En Catalogne, cet impôt est de 10%. Donc sur un prix d'achat, par exemple, de 300 000 euros, on aura besoin d'obtenir, de devoir payer 10%, soit 30 000 euros, pardon. Et après, il y aura une enveloppe notariale d'environ 3 000 euros. Donc ça, c'est l'impôt que vous devez payer au moment de la transaction. Pour des résidents, en fonction d'une situation personnelle, cet impôt peut être baissé à 5% si c'est un achat de résidence principale lié à un âge, à des revenus. Donc ça, c'est des situations plus particulières et ça n'arrive pas à beaucoup de nos clients pour le coup. Après, une fois que vous avez fait cette acquisition, vous devez payer une taxe foncière qui est en général à Barcelone de quelques centaines d'euros. Un appartement dans la vieille ville, c'est peut-être 200-300 euros. Un appartement dans l'Eixample, on va être entre 500 et 700 euros. Pour vous donner une idée, l'avantage, c'est que c'est indexé sur la valeur cadastrale du bien et que par conséquent, on est assez facilement en mesure de vous apporter l'information. Hop. Par rapport aux deuxième question, dans le cadre d'un investissement locatif, il semblerait que la réglementation catalane se durcisse. Airbnb, permis de location. Donc, pour répondre un petit peu plus à cette question de Philippe Lanscott, oui, en effet, la réglementation en fait a toujours existé en Catalogne et en Espagne. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Barcelone est une ville qui a été pionnière pour réguler les Airbnb depuis 2016 via des licences touristiques. Et la mairie a pris la décision, en effet, de résilier ces licences touristiques à partir de 2029. Encore une fois, c'est une volonté de la mairie. C'est pas pour autant qu'elle va y arriver parce que ça va être une vraie bataille juridique. Pour se mettre un peu en perspective, il y a 10 000 Airbnb à Barcelone sur un marché immobilier d'1 million de logements. Donc, quand même, on voit que ça ne va pas non plus avoir un impact phénoménal qui pourrait faire baisser les prix à la location ou les prix à l'achat. Malheureusement, c'est une mesure politique forte de la mairie pour essayer de répondre en partie grâce à ça à la crise du logement. Donc oui, les logements via Airbnb sont très encadrés depuis longtemps. Après, pour aujourd'hui, il y a aussi la location longue durée, donc un bail de 5 ans, ou la location moyenne durée qui existe, qui sont d'autres solutions. Pour la location de longue durée, il y a un index, donc il faut respecter un certain prix de loyer, ce qui permet aussi, encore une fois, d'avoir une certaine sorte de justice et qu'on ne soit pas dans un marché locatif totalement spéculatif, même si les prix ont beaucoup monté lors des dernières années. Alors, pour la question suivante, je peux peut-être prendre le relais, Romain. Donc, la question de Louis sur l'apport minimum pour réaliser un investissement locatif. Il faut savoir que les banques espagnoles financent à hauteur de 80% en Espagne. C'est 70% pour des non-résidents. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc, ça veut dire qu'il faut grosso modo 20% d'apport plus les différents frais. Donc les 10% d'ITP dont a parlé Romain, les frais de notaire et éventuellement les honoraires de l'agence. Donc Paul, typiquement, si mes souvenirs sont bons, il avait lui, il était résident, Paul, jeune actif, il a eu un financement à 90% du prix d'achat via une banque espagnole. Paul, il a mis moins de 50 000 euros. 54, je crois. 50 000 euros dans son projet. Donc, ça a été un super investissement pour lui. Si vous êtes résident fiscaux en France, vous pouvez peut-être aussi potentiellement, selon votre situation, obtenir un crédit via une banque française. Si vous avez du patrimoine que vous pourriez hypothéquer. Sinon, les règles sont celles que Clément vous expliquait juste avant. Pour les quartiers qui se développent actuellement, on va avoir les quartiers qu'on a mentionnés tout à l'heure, particulièrement le quartier de Sants, Montjuïc. En ce moment, il y a une semaine, la mairie de Barcelone a développé un projet de rénovation du quartier de Montjuïc qui est avec beaucoup de potentiel, donc très prometteur. On va avoir de l'autre côté, par exemple, le quartier du Clot qui se développe également pas mal.
Et je ne sais Ouais, pas s'il y a d'autres quartiers auxquels tu penses. Moi, c'est vrai que pour n'en citer que deux, je pense surtout à ces on pourrait deux-là. penser à Badalona également, Et que voilà, tu connais après, très bien. effectivement, il y a d'autres zones en dehors de Barcelone. Donc, Badalona, c'est vraiment la ville qui est attenante au nord de Barcelone, qui se développe énormément, là, pour le coup. Comme l'expliquait Romain tout à l'heure, Barcelone est un peu limitée avec la mer d'un côté, les montagnes de l'autre. Et donc, c'est les villes attenantes comme Badalona au nord ou l'Hospitalet de Llobregat au sud qui se développent. Et il y a énormément de constructions neuves qui se font dans ces zones-là. Et c'est des belles zones pour investir également. Exactement. Et encore une fois, de manière générale, en revenant un peu, nous, on a toujours beaucoup parlé du quartier de Sants-Montjuïc, Poblèsec. Typiquement, et là, on n'avait pas de boule de cristal pour le savoir, mais le quartier a pris 15%, alors que nous, c'était justement un quartier où on croyait beaucoup avant les annonces urbanistiques que vous expliquez, Clément. Donc, on est encore convaincu qu'il a de beaux jours. Et de manière générale, le marché immobilier barcelonais, quels que soient les quartiers, reste encore en pleine croissance. Question maintenant de Jean-Baptiste concernant où est-ce que s'arrête notre accompagnement pour de l'achat locatif. On peut vous accompagner. Donc, bien entendu, déjà, il y a concrétiser l'achat, faire également toutes les démarches post-vente, changement d'eau, d'électricité, obtenir une assurance habitation potentiellement. Donc, on vous accompagne sur tout ça. Mais après, on a également un service de gestion locative pour vous accompagner via si vous souhaitiez louer votre bien, via une marque tierce de J'achète en Espagne. Mais ça permet pour les clients qui souhaitent faire un investissement aussi on ne va pas faire de touristique parce que là, on considère que ce métier, c'est quasiment de l'hôtellerie et on a des partenaires extrêmement sérieux qui le font. Mais après, pour des clients qui souhaitent louer un appartement sur un bail long ou un bail de moins d'un an, on peut également vous accompagner là-dessus. Juste pour revenir sur les points de Frédéric et Jean-Michel qui ont peut-être un peu de mal à trouver, en haut à gauche, vous avez un onglet questions et réponses. C'est là où vous allez pouvoir voir les différentes questions qui ont été posées. Et Jean-Michel, si vous n'avez pas trouvé encore, pour nous les poser justement. Question de Juliette, c'est un peu ce qu'on Y disait. a-t-il des villes ou des quartiers émergents de Barcelone en dehors de Badalona et l'Hospitalet? Euh, oui, après, effectivement, on peut élargir le champ. Nous, pour le coup, on opère dans toute la Catalogne. Donc, comme je le disais rapidement tout à l'heure, on a également des clients qui cherchent plutôt des résidences secondaires, mais ça peut parfois être des investissements locatifs, euh, notamment sur des biens qui ont des licences touristiques et qui souhaitent le louer en location touristique, justement, où là, on a des très belles opportunités également sur la Costa Brava ou sur la Costa Dorada notamment. Ouais, exactement. Même dans des grandes villes catalanes telles que Tarragone, on a fait une opération sur un bien avec licence, donc avec des revenus locatifs très intéressants, en plein centre de Tarragone, pour à peu près prix d'achat 110 000 euros. Donc, c'est aussi possible pour ceux qui souhaiteraient sortir de Barcelone. Après, c'est pour un investissement locatif à Barcelone. On est quand même d'avis, et c'est le cas dans toutes les grandes villes, d'essayer d'être dans une localité qui soit connectée via une ligne de métro direct ou aussi via la ligne de Ferrocarril de Catalunya, donc qui remonte au-dessus et va aller après les montagnes vers Sant Cugat. On est quand même sur des marchés immobiliers déjà très aisés. C'est des villes avec un fort pouvoir d'achat. Donc, c'est pas là où on va aller déceler les meilleures opportunités pour du locatif. Or, une ville telle que Ruby, qui est pas très loin de Barcelone, depuis vous prenez le train, on y est en moins d'une demi-heure et en plus, c'est justement très bien desservi. Il y a des universités à côté et on peut trouver là des belles opportunités, par exemple. Quel est le quartier montant à Barcelone en dehors des quartiers cités dans la présentation? Puisque le Clot, par exemple, dont tu parlais juste avant, qui se trouve justement, pour ceux connaissant Barcelone, le Clot, ça va être juste après la Grande Via. Donc, on est à 20 minutes du centre. Ça peut être aussi Horta et Guinardó. En fait, des quartiers qui sortent qui sont à 20-25 minutes en métro, donc ça reste très central, mais qui ont encore des prix où on va être en dessous des 4 000. En fait, tous les quartiers où on est sur des prix en dessous de 4 000 euros du mètre, ou entre 3 000 et 3 500, on est convaincu, c'était le cas de Sainte, ce sera le cas d'autres, qu'il y aura un effet de rattrapage et que ces prix vont continuer de monter, et par conséquent que c'est des très bons endroits où investir.
Question très intéressante de Monsieur Frédéric Gongora, Madame, pardon, Frédéric Gongora, qui est qu'est-ce qui nous différencie d'une agence immobilière classique? Je te laisserai y répondre. Ouais. Nous, justement, le fait qu'on s'engage avec un mandat de recherche sur votre projet, contrairement à une agence traditionnelle, on va vraiment être là pour réaliser votre projet et on va vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez réalisé cette acquisition. Une agence traditionnelle va vraiment proposer les biens qui sont uniquement en vente, eux, tandis que nous, on propose vraiment un service de chasseur immobilier. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas seulement vous proposer des biens qu'on a en vente à travers J'achète en Espagne, mais je vais également proposer ce service et chercher auprès d'autres agences, auprès de particuliers et grâce au réseau off-market qu'on a également, toutes les opportunités que je vois qui paraissent correspondre à votre projet. Ça, c'est un premier point super important, c'est le scope qu'on peut avoir pour la recherche. Et un deuxième qui est tout aussi important, c'est les engagements que nous, on prend vis-à-vis de vous. Le mandat encadre notre travail, mais sur ce mandat, il y a également tous nos engagements contractuels, le service qu'on doit vous délivrer. On est là, nous, pour travailler pour vous, on vous représente. Et justement, on donne tout notre temps et notre énergie pour vous, cet achat soit facile, mais qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Alors qu'une agence traditionnelle, j'en parlais ce matin avec une personne d'une trentaine d'années qui habite à Barcelone et souhaite faire une acquisition, qui me racontait qu'il y a un an, il avait failli acheter un bien avec une agence locale, mais avait senti une énorme opacité liée à la transaction, à certains documents qu'il ne voulait pas donner, des documents qu'en plus il ne comprenait pas très bien. Et en m'expliquant ça, ça m'a énormément parlé. Et nous, on est justement là pour que ça n'arrive pas à nos clients parce qu'ils bénéficient de notre expérience, notre connaissance du marché, nos contacts. Et ainsi, nous, on est vraiment prêts à se battre pour nos clients. Et je pense que c'est aussi ça qui fait notre force par rapport à une agence immobilière classique. Si on vit en Espagne en tant que propriétaire, alors que je vis avec des revenus locatifs ici de la France, je dépends où niveau impôt? Je vais répondre très brièvement parce même si on a beaucoup de casquettes en immobilier, nous ne sommes pas des fiscalistes et donc c'est des sujets qui m'intéressent, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Mais à mon sens, pour rappel, entre la France et l'Espagne, il y a une convention de non-double imposition. Et quand on est sur des revenus locatifs, la règle est que le revenu du patrimoine soit premièrement imposé dans le lieu où il a été généré. Donc, de ce que je comprends de votre situation, c'est la France. Et par contre, vous devez déclarer. Je vis en Espagne. Oui, je vis en Espagne, mais de revenus locatifs issus de la France. Donc, ces revenus sont à déclarer en France. Et après, vous devez également les déclarer en Espagne, déclarer les impôts que vous avez payés. Vous n'allez pas payer la même chose, mais en fonction de votre situation, vous pourriez devoir payer des complémentaires. Donc, c'est pour ça, vu que la renta, c'est dans 3 mois, je vous invite à vous rapprocher d'un restor pour pouvoir vous assurer que ce soit bien fait. On pourrait potentiellement vous recommander des professionnels. En ce qui concerne les licences touristiques, du coup, à Barcelone, donc la question de Jean-Michel, qui souhaite comprendre précisément ce qui a été décidé par la ville concernant ces licences touristiques et quelles sont les conséquences prévisibles sur le marché. La mairie de Barcelone, progressivement, est en train de ne plus renouveler les licences touristiques. Donc, il faut savoir que les licences touristiques, généralement, se renouvellent tous les 5 ans. Et là, la mairie de Barcelone est en train de stopper toutes ces licences avec pour objectif 2008, donc le terme c'est 2008, où il n'y aura plus aucune licence touristique d'ici 2008 à Barcelone. Donc la date à retenir c'est 2008. 2028. 2028, pardon. 2028. Donc voilà, encore une fois, même s'il y aura sûrement toute une bataille juridique parce que il y a une association de propriétaires de biens qui font de l'exploitation touristique, il y a tout un écosystème d'entreprises, de conciergerie qui sont des gens très professionnels et on en connaît qui travaillent là-dedans. Il est quand même possible qu'au fur et à mesure, la mairie finisse par avoir gain de cause sur ces thématiques-là. Question d'Alice Samou concernant est-ce que ça existe le système de la SCI en Espagne pour effectuer un achat? Donc, pareil, pour répondre assez globalement à des questions qui sont très spécifiques, qui sont plus d'ordre juridique que d'ordre immobilier. Si vous avez une SCI en France, en Belgique, au Luxembourg, qui sont 3 pays où le principe de la SCI existe, vous pouvez
faire une acquisition en Espagne avec cette société. Il y aura des démarches à effectuer pour le coup via avocat pour obtenir un document fiscal. Il y a des documents à faire traduire, apostiller, donc beaucoup d'administratifs. On travaille avec une professionnelle par rapport à ça. Par contre, en Espagne, juridiquement, la SCI n'existe pas. Par conséquent, si vous souhaitiez créer une SCI en Espagne, ça n'existe pas. C'est des SL, donc les SL, c'est l'acronyme qui équivaut à SARL en français. Et aujourd'hui, avec cette SL, vous pouvez totalement réaliser une acquisition. Donc c'est possible, mais ce n'est pas exactement pareil qu'une SCI. Il y a une comptabilité à tenir, c'est beaucoup plus complexe. Je te laisse répondre à l'autre question de Jean-Michel. Ouais, donc nous envisageons le board. Je crois que vous annonciez tout à l'heure une augmentation de plus de 10% sur l'année passée dans le quartier Soutas-Veilla, effectivement, ou Champlay. Sur le site de la ville, je ne vois pas une augmentation aussi forte sur ce quartier. Comment expliquer cet écart? Nous, on a trouvé ces chiffres-là sur la plateforme Idealista, qui est un des leaders sur le marché en termes de publication d'annonces. Donc, c'est basé sur les biens qui sont en vente sur la plateforme. Et oui, voilà, c'est une augmentation des prix de publication, mais également dans le même sens des prix de sortie. Les prix sur le site de la mairie peuvent diverger. Encore une fois, c'est différentes sources extrêmement sérieuses. Idealista est le portail leader en Espagne, en Europe du Sud. Donc, nous, c'est cette source-là, à des fins de simplicité, qu'on a préféré utiliser parce que c'est beaucoup plus actualisé, c'est beaucoup plus interactif qu'utiliser celle de la mairie. Mais il peut y avoir quelques petits écarts entre un site ou l'autre. On pourra, si vous le souhaitez, Jean-Michel également, en parler lors d'une visioconférence et vous apporter toute notre expertise sur le Born, où pour le coup est un quartier où on a fait, je pense, quasiment une dizaine de transactions l'année dernière. Question de Charlène, est-ce que les honoraires d'agence sont négociables? Bon, j'imagine qu'on parle des honoraires de J'achète en Espagne. Encore une fois, si je vous disais que nos honoraires sont négociables en plein webinar devant des dizaines de personnes, je ne serais pas un fin négociateur. Pour le coup, on préfère, nous, justement, faire une négociation sur le prix de vente, vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros, ce qui est un peu le cas de certains des clients qu'on mentionnait juste avant, plutôt que faire une négociation sur nos honoraires. Après, chaque cas est unique et on peut toujours, en fonction d'une transaction bien précise, parler de certaines situations, même si dans la grande majorité des cas, on préfère faire un service impeccable et vous faire économiser 10 000 euros sur le prix que de vous faire une ristourne de 1 000 euros. Je te laisse répondre à la question de Sandrine. Quelles sont les taxes à prévoir pour l'achat d'un appartement? Donc, on a parlé tout à l'heure de l'ITP, qui est l'impôt sur la transmission de patrimoine. Donc, c'est un impôt que vous payez au moment de l'achat et qui représente 10% du montant du bien. On va avoir les frais de notaire également, qui représentent grosso modo une enveloppe de 3 000 euros. Et ensuite, si vous décidez de passer par J'achète en Espagne, nos honoraires qui sont donc de 5% hors taxe du montant du bien. Par rapport à la question de Philippe sur avant de franchir le pas, envisagez-vous de proposer des logements en location? Encore une fois, le marché locatif est encore plus tendu que le marché de l'achat en Espagne. Donc nous, c'est vraiment ponctuellement quand on met en location des appartements d'investisseurs, mais de prime abord, on a quand même une vocation à se concentrer principalement sur le secteur transactionnel de l'achat-vente. Sant Cugat est-il une bonne opportunité en locatif? Sant Cugat même, je dirais que non. Sant Cugat, c'est une ville extrêmement aisée. Je pense que c'est une des villes de Catalogne où le pouvoir d'achat par habitant est le plus élevé. Donc, ça donne quand même une certaine tendance sur les personnes qui y habitent. C'est une ville extrêmement sympa avec des emplois. C'est pas loin de Barcelone grâce au ferrocarril. Néanmoins, pour toutes les raisons que je vous expliquais et des prix déjà élevés, je ne pense pas que ce soit une bonne opportunité locative. Il y a aussi des excellentes universités à Sant Cugat. Donc, par conséquent, pour des gens qui souhaiteraient investir pas loin de Sant Cugat pour viser la clientèle étudiante de Sant Cugat, on recommande une petite ville qui s'appelle Ruby. Ça s'écrit comme le diamant, où pour le coup, on a déjà travaillé qui est juste avant Sant Cugat, si je ne dis pas de bêtises, 1 ou 2 arrêts de train plutôt, et où là, les prix vont être beaucoup plus abordables. Ensuite, on a une question de Alexis sur la durée minimale d'une location dans Barcelone hors Airbnb. Donc, effectivement, sans prendre en compte la location touristique, on a 2 types de location. On va avoir la location longue durée, c'est des contrats de 5 ans qui sont renouvelables,
où il n'y a pas de minimum du coup. C'est le locataire qui décide quand il part avec une durée minimum de 6 mois. Le deuxième type de location, c'est les locations temporaires, où là, pour le coup, ce sont des contrats de 1 à 11 mois qui sont définis au moment de la signature. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de définir une période de plus de 31 jours. C'est la durée minimale de location à Barcelone. Super. Par rapport, je reviens juste sur Ruby parce que je n'avais plus le chiffre pour vous donner un ordre d'idée. Le prix au mètre carré est d'environ 2 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est plus de 2 fois moins les prix de Barcelone. Et si on compare avec le prix de Sant Cugat, c'est sûr que on va obtenir une belle différence que Sant Cugat. C'est 4 377 euros du mètre carré. Je viens de vérifier, je n'étais pas sûr du montant. Donc, j'allais dire que c'était assez proche de Barcelone et je ne me suis pas trompé. Ça l'est. D'où l'intérêt d'investir à Ruby pour viser une clientèle qui aurait besoin d'aller vivre, d'aller travailler ou étudier à Sant Cugat. En ce qui concerne du coup le délai maximum pour la recherche du bien, une question donc de Frédéric, il faut savoir qu'en moyenne, on signe un mandat avec une durée de 6 mois pour trouver le bien. En moyenne, sur les clients qu'on accompagne depuis 2020 maintenant, on trouve le bien entre 2 et 3 mois généralement. Donc, il faut compter à peu près 2 mois pour trouver le bien. Et ensuite, en fonction de s'il y a besoin d'un financement, en fonction de si c'est un achat comptant, en 1 à 2 mois, la transaction peut être effectuée. Voilà. Encore une fois, le mandat dure 6 mois, mais on est sur un cycle ultra dynamique parce qu'on travaille pour peu de monde en même temps par personne pour justement avoir ce maximum de réactivité. C'est ça qui est important et c'est ça qu'apprécient nos clients. C'est aussi qu'on n'est pas sur des recherches qui durent 1 an, on est sur quelque chose de vachement fluide et c'est positif pour les gens qui souhaitent acheter, investir, parce que comme dit l'adage en immobilier, le meilleur moment pour investir, c'était hier, mais ce sera toujours mieux aujourd'hui que demain. Maintenant, question de Juliette concernant prospectez-vous auprès de propriétaires pour trouver des offres qui ne seraient pas encore sur le marché. Totalement. On a entre autres au sein de notre entreprise une agent qui est spécialisée dans ce qu'on appelle en immobilier la captation de biens, donc d'aller trouver des opportunités qui ne seraient pas encore sur le marché. Et aussi, grâce à la marque J'achète en Espagne, on a aussi tous les mois des dizaines de personnes qui nous contactent pour avoir des biens qu'ils souhaiteraient mettre en vente. On ne va pas forcément décider de mettre en vente en fonction des zones, etc. Mais il y a dans ces biens-là des biens à Barcelone et aux alentours qu'on propose à nos clients en avant-première via des newsletters. Et bien sûr, si c'est des clients sous mandat, vous serez les tout premiers à le savoir pour aller les visiter ou qu'on les visite pour vous si vous n'étiez pas sur place. Hop. Ensuite, on a une question concernant les plateformes spécifiques en Espagne qui offrent des données fiables sur les prix du marché immobilier, les comarques proches de Barcelone. Nous, vous pouvez utiliser Idealista, les sites de la mairie en question, mais là, ça va être assez chronophage, alors que sur Idealista, c'est encore très interactif et facile, donc nous, c'est plutôt ça qu'on va recommander. Malheureusement, en Espagne, il n'y a pas encore aujourd'hui la même transparence qu'en France. En France, vous pouvez aller sur le site des notaires, c'est extrêmement bien fait. Alors, je pense que c'est très positif pour le marché immobilier d'avoir ces informations. En Espagne, c'est pas le cas. On ne sait jamais à combien un vendeur avait pu acheter son bien. Et on ne peut pas avoir ces informations consolidées aussi fréquemment et aussi détaillées. Donc, voilà, en tout cas, notre conseil. Combien faut-il compter au global pour travailler avec nous? Question de Brigitte. Encore, comme on le disait, on a des honoraires au lancement qui sont de 690 € TTC, actuellement réduits via ce webinaire à 345 exceptionnellement. Et après, on a des honoraires qui sont dus au succès. Encore une fois, nous, on n'a rien à cacher. Donc, c'est des honoraires qui sont de 5% hors taxe sur le prix d'acquisition. Donc, j'ai envie de dire, Brigitte, parlons-en parce que ça dépend aussi de votre projet, du montant pour qu'on puisse vous faire une offre sur mesure avec des montants qui soient ajustés à votre projet. Question de Jean-Michel, est-ce que ça pourrait faire baisser les prix dans les 2 ans qui viennent? On n'a pas de boule de cristal dans un sens ou dans l'autre. Je pense que est-ce que ça pourrait faire baisser les prix? Vous entendez lié aux licences touristiques, la question qu'avait répondu Clément. Je rappelle juste on avait aussi dit qu'il y a 10 000 biens avec des licences sur un parc immobilier d'1 million de logements. Donc, c'est une goutte d'eau et on est convaincu que ça ne fera pas baisser les prix.
vu comment le marché immobilier se porte bien. On est sur un premier trimestre qui va être encore, je pense, un record. Et encore plus, nous, on le voit, toi le premier, Clément, avec les autres conseillers, il y a très peu de biens sur le marché actuellement. Et par conséquent, on doute que ça s'inverse en 2-3 ans, vu que absolument tous les voyants sont au vert, les taux vont baisser, donc ça va encore faciliter les crédits pour certaines personnes. Et la complexité est vraiment de trouver les biens, et c'est sur ça sur quoi nous on se bat tous les jours pour nos clients. Question de Aymen, du coup, sur la taxe après achat, donc qui est 10%. Je ne sais pas si ça concerne l'ITP, du coup. Ouais. Aymen, oui, vous pourrez peut-être, si c'est possible, Aymen, si vous pouvez nous préciser un petit peu votre question. Mais en tout cas, la taxe à l'achat, elle est de 10%. Et après, vous avez une taxe foncière, un IBI, donc c'est impôt sur les biens immobiliers, c'est cet acronyme en espagnol. Et en fait, c'est attaché au bien, donc on demande lors des visites de combien il est, et basé sur le nombre de mètres carrés, la surface de la parcelle, si c'est une maison, etc. On peut vous dire précisément son montant, et c'est cet impôt-là que vous devez payer tous les ans. Si vous achetez en société, ce seraient les mêmes impôts, en tout cas. Avez-vous un cabinet de fiscalistes à nous conseiller? Oui, si vous voulez, on peut échanger avec vous en visio, par téléphone, en nous laissant ensuite, vous recevrez un mail avec ce webinaire et vous pourrez nous répondre afin qu'on échange avec vous. Et basé là-dessus, on pourra vous conseiller notre fiscaliste, pour le coup, Sandrine. Ensuite, question de Mohamed qui voulait savoir si c'était intéressant d'investir aussi à la frontière française, Rosas, l'Escala, car Barcelone, très difficile de communiquer si vous prenez en charge l'achat dans cette région d'Espagne. Alors oui, tout à fait. On a également une bonne partie de clients qui recherchent effectivement la proximité avec la France, et il y a des destinations comme Rosas, Emporia Brava, l'Escala qui sont très attrayantes. Et donc, on a tout à fait la possibilité de vous accompagner également sur ce genre de projet. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, la Costa Brava est, après Barcelone, des endroits où on travaille le plus. Donc, n'hésitez pas si vous avez un projet à cet endroit, Mohamed. Question de Steven. Est-ce que vous avez eu un client qui a eu la possibilité d'obtenir un crédit dans une banque française pour un achat de résidence principale en Espagne? Donc, de ce que j'entends, Steven, si vous pourrez reconfirmer après, si vous achetez une résidence principale, c'est que vous êtes déjà résident fiscal en Espagne. Si c'est le cas, déjà, pour qu'une banque française vous finance, vous serez pareil, si on a des clients voisins de Belgique, il faut dans tous les cas avoir du patrimoine immobilier en France. Donc, si ce n'est pas votre cas, c'est impossible. Ou sinon, des assurances vie, du montant du crédit, donc pour se rendre compte des montants que vous devriez avoir. Et uniquement dans ce cas-là, vous pourriez prétendre à un crédit en France, mais en plus, si c'est vous êtes résident fiscal, même si vous avez tout ça, c'est pas sûr du tout qu'une banque française puisse vous accompagner. Donc, en fonction, je vous conseillerais plutôt d'échanger avec nous pour voir les possibilités bancaires si vous êtes bien résident fiscal espagnol via des banques espagnoles. On a développé une marque de courtage crédit immobilier, et on accompagne justement des dizaines de clients dans l'obtention de leur crédit immobilier via des banques espagnoles. Est-ce que vous allez nous envoyer un replay? Oui, il y aura effectivement un replay qui sera envoyé par mail. Et concernant du coup votre projet d'achat à Barcelone pour habiter en premier lieu et investir ensuite, comment je peux prendre un rendez-vous avec nous? J'imagine qu'il y aura également un lien Oui, exactement. qui sera envoyé. Tu peux aussi, si tu me redonnes ton calendrier, on peut également mettre ton agenda digital pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec Clément. Hop, Frédéric, combien consacrez-vous de temps maxi pour la recherche d'un bien pour un futur acheteur dans le cadre d'un mandat avec vous? Je pense qu'on a plutôt répondu à cette question. Pour la résumer à nouveau, on est en moyenne sur 1 à 2 mois de recherche, donc des cycles d'achat dans leur globalité de 4 mois. Et il y a parfois des cas où ça peut être plus long. Dans tous les cas, le mandat dure 6 mois, surtout pour vous apporter une totale sérénité sur les délais de votre acquisition.
Y a-t-il comme en France un compromis avant la vente? Question de Frédéric. Oui, il y a un compromis. La différence, c'est que, comme je l'expliquais, il n'est pas encadré par un notaire, donc on est sur un compromis privé. Et par conséquent, il est important de faire toutes les vérifications. OK. Tac. Donc, on est juste en train d'ajouter le calendrier de Clément pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous directement avec lui. Allez-vous dans la comarque du Valais oriental. Nous, c'est pas très loin de Barcelone. Encore une fois, le Valais, c'est des endroits comme Granollers et autres qu'on peut connaître. Donc oui, on peut totalement aller vous accompagner, Steven, dans cette comarque-là pour réaliser votre investissement. Vu le contexte international, le marché INO peut être critique. Encore une fois, nous, on a ouvert en 2020 à Barcelone. C'était une pandémie comme le monde n'en avait pas connu depuis 100 ans. Malgré cela, on a toujours très bien travaillé. Là, c'est vrai que le contexte, mais la guerre en Ukraine a commencé il y a 3 ans. On en est toujours dans un marché assez compliqué. Donc, nous, on ne peut pas prévenir l'avenir, mais en tout cas, je pense qu'on a encore de très belles années liées au marché espagnol. Les taux en VC, ça veut dire qu'il est préférable de faire un prêt en Espagne. Encore une fois, bon, c'est la même monnaie, c'est la même banque centrale, la BCE, qui fait les taux directeurs. La différence principale, c'est que le marché immobilier espagnol se porte très bien, que les banques espagnoles, l'année dernière, il y avait quasiment un achat sur 2 sans crédit. Donc les banques espagnoles sont beaucoup plus agressives et compétitives actuellement que des banques françaises. Donc oui, les taux sont plus faibles. Nous, en fonction des clients, on arrive à obtenir des taux autour de entre 2 et 3%. Chaque dossier est différent, donc c'est dur, je ne peux pas vous dire pour vous, Frédéric, mais en tout cas, c'est souvent plus intéressant que ce que des clients nous expliquent obtenir de leur banque française. Hop, et on va finir sur cette dernière question. Y a-t-il des limitations dans le cadre d'un achat pour une résidence principale qui serait mise en location dans plusieurs années? Question très intéressante de Yann. Donc pour répondre à votre question, Yann, la seule limitation est si vous obteniez une bonification sur le montant d'impôt. Encore une fois, je rappelle, le montant d'impôt de base, l'ITP, il est de 10%. Pour certains cas, en fonction de l'âge, si c'est pour une résidence principale, vous pouvez avoir une bonification, donc une baisse de l'impôt à 5%, ce qui est quand même super important. Hein, sur un achat à 400 000 euros, ça fait 10%. Si vous êtes à 5, c'est 20 000. Si vous êtes à 7,5, parce qu'il n'y a qu'une seule des 2 personnes, c'est 30 000. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent à économiser. La seule obligation, c'est que durant 3 ans, vous devez résider dans ce bien-là. Donc, vous ne pouvez pas le louer durant 3 ans. Sauf si vous déménagez pour des raisons de travail qui devraient être justifiées. Si vous ne faites pas ça, le fisc espagnol est en droit, le fisc catalan plutôt, de vous demander la complémentaire, donc les 5% que vous n'auriez pas payé. Et donc, c'est important de le savoir au départ, quel est votre projet, sur combien d'années vous projetez. Et sinon, au moment où vous souhaiteriez revendre, d'être bien accompagné aussi, on pourrait s'en charger à nouveau pour éviter des mauvaises surprises. Et voilà. Le mot de la fin, Clément? Un grand merci à tous. On voit qu'il y a eu un énorme intérêt de la part de tous, hein, vu le nombre de questions. Donc, c'était un plaisir en tout cas de faire ce webinaire pour vous. Et puis, si vous avez des besoins particuliers, si vous souhaitez qu'on échange, je vous ai du coup envoyé dans la conversation mon lien calendrier pour prendre rendez-vous directement. Et puis, on pourra également échanger via le mail qu'on vous envoie suite à ce webinaire. Super. Encore une fois, merci à toi, Clément, pour avoir partagé ce webinaire avec moi. Et merci à toute l'équipe qui a pu nous aider à le faire. Et surtout, merci à toutes les personnes qui ont participé. On est toujours enchantés de faire ce genre de format un peu distinct pour échanger avec nos clients. Vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec Clément ou avec le reste de notre équipe via soit le lien partagé par Clément ou sur notre site internet où vous pouvez sélectionner le bureau de Barcelone et demander un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous en visio. On saura vous renseigner au mieux et on essaye toujours de faire des événements comme celui-ci, des événements à notre agence sur Paseo de Gracia, des journées portes ouvertes. On espère en faire une d'ici l'été
à Paris et puis dans d'autres villes de France, sûrement sur le deuxième semestre. Donc, on reviendra vers vous tous pour vous inviter à ces événements. Et encore une dernière fois, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et hasta luego. Gracias. Bonne journée.